Donc merci pour votre présence à l'atelier intégré le numérique dans sa pratique libérale. C'est possible. Donc on co-anime cet atelier. Donc je vais laisser les intervenants se présenter rapidement. Alors, je suis Anne-Christine Dupont, je suis orthophoniste dans l'Oise et présidente de l'URPS Orthophonistes des Hauts-de-France. Benjamin Degan, je suis délégué numérique en santé à la CPM de Roubaix-Tourcoing. François Loët, je suis médecin généraliste et je suis élu à l'URPS médecin, je suis président de la commission numérique. Et on a donc avec nous Madame Lecourt, qui est sage-femme. Bonjour, je suis Sophie Lecourt, sage-femme libérale à Tourcoing. Je suis secrétaire de l'URPS sage-femme des Hauts-de-France et aussi membre du CA de la CPTS de mon territoire. Donc, ce que je vous propose, et moi je suis Alix Michaud, je suis chef de projet au sein du GRAD, j'accompagne les professionnels de santé libéraux sur les usages du numérique en région. Donc, ce qu'on vous propose au niveau du déroulé de l'atelier qui va être assez dense, donc c'est déjà de vous présenter très rapidement la démarche parcours et expérimentation des usages numériques qu'on a pu mener et qu'on est encore en train de mener. Un retour d'expérience sur l'usage des outils numériques donc par les professionnels de santé libéraux qui sont présents avec nous. Et on fera un point également sur l'accompagnement qui est disponible pour les professionnels de santé libéraux pour accompagner justement sur les outils numériques. Et enfin, on fera un point sur les perspectives et des discussions. Donc, rapidement sur la présentation de la démarche parcours et expérimentation des usages numériques. Donc, pourquoi ? Donc, en fait, on va, URPS, Assurance Maladie et GRAD, au cabinet des professionnels, en tout cas sur leur lieu d'exercice, pour tester avec eux les outils numériques. Donc, ça passe de leur logiciel de gestion de cabinet ou d'officine et autres, à la qualification de l'identité nationale de santé, au dossier médical partagé, sa consultation, son alimentation. On teste également la messagerie sécurisée de santé, les envois, les réceptions, le lien avec la messagerie sécurisée de santé citoyenne du patient. Donc on teste tout ça ensemble. On voit ce qui fonctionne et on valorise du coup auprès des autres professionnels de santé ce qui fonctionne bien. Et on identifie également les freins à ces usages. Et là, l'enjeu, c'est de les remonter au niveau national pour faire en sorte que les choses elles puissent évoluer. Donc je l'ai expliqué, on s'appuie donc sur cette démarche parcours. Donc, on est parti de situations vraiment concrètes qui sont proposées par les professionnels, donc en l'occurrence par le biais notamment de l'inter-URPS. Et donc, l'idée, c'est vraiment de construire des parcours types de prise en charge et de s'appuyer par la suite sur les professionnels qui sont volontaires pour tester du coup, les différents outils au détour de ce parcours. Et donc, je l'ai dit, ça s'appuie aussi sur une collaboration forte ARS, URPS, Assurance Maladie et GRAD. Et les professionnels de santé, bien évidemment, qui acceptent de jouer le jeu. Alors, du coup, je vous propose de passer directement sur les retours d'expérience de ces expérimentations. Donc, les professionnels ont pu se présenter. Je vous propose une petite vidéo, puisque l'un des parcours qui a été identifié et qui a pu être testé, c'est le parcours de la vaccination de la femme enceinte. Donc, en l'occurrence, on a pu réaliser une petite vidéo autour de ce parcours. Donc, je vous propose de la visionner. C'est encore différent. Si tu veux lui partager, il faut que tu lui fasses un partage avec le son. Ouais. Madame Lecourt, ça passe la vidéo. Ok.
Ça m'apporte une plus-value déjà au niveau un peu rapidité, ça c'est sûr, pour la gestion des données. Ça m'apporte aussi la garantie que les données sont sécurisées. C'est vrai qu'il y a plein de possibilités qui permettraient de transformer notre activité, de compléter, notamment pouvoir enregistrer les vaccinations pour le Covid, pour la grippe directement dans le dossier de nos patients, le dossier DMP. Ensuite, avec mon espace santé, on aura accès aussi à plein d'informations sur le recueil de données de nos patients. Donc il faut qu'on les pousse à créer leur espace santé. Donc c'est intéressant. L'utilisation est simple à partir du moment où on a pris l'habitude de l'utiliser. Bien évidemment, au départ, il faut trouver le parcours pour que ce soit fluide, mais une fois qu'on a trouvé le chemin, effectivement, c'est très facile d'utilisation. Voilà, donc c'est une petite vidéo donc, qui retrace un petit peu les parcours, enfin le parcours vaccination. Donc je vais passer la main à Madame Lecourt, donc, qui va vous expliquer. Oui, merci. Alors donc toute l'équipe du grade de l'URPS et je pense que c'était Monsieur Legord déjà qui était avec nous pour la caisse primaire d'assurance maladie. Donc ils sont venus à mon cabinet. Alors l'exemple de la vaccination de la femme enceinte, donc de la patiente Marion. Pour commencer l'expérimentation, j'ai demandé sa carte vitale, bien évidemment, ainsi que sa pièce d'identité, ce qui m'a permis de qualifier son identité et ainsi de pouvoir accéder à son DMP. Donc, comme en tant que sage-femme, nous ne sommes pas encore avec l'outil de e-prescription, pour faire la prescription de la vaccination, j'ai donc rédigé cette prescription que j'ai déposée sous format papier mais sur le DMP et que j'ai donnée à la patiente Marion. Dès que j'ai déposé sur le DMP, celle-ci a reçu un message comme quoi il y avait eu un accès sur son DMP. Enfin, pour elle, c'est sur son espace santé, pardon. Et donc ensuite, la patiente et toute l'équipe donc est partie chez le pharmacien. Le pharmacien a aussi qualifié l'identité, toujours avec la carte vitale et la pièce d'identité, et ça lui a permis justement de vérifier que la prescription était bien du fait du prescripteur. En cas de e-prescription, bien évidemment, la e-prescription arrive directement sur le DMP et donc le pharmacien peut à ce moment-là utiliser la e-prescription pour pouvoir délivrer le vaccin. Quand le vaccin a été délivré, eh bien, la patiente Marion avait la possibilité soit de rester chez le pharmacien pour se faire vacciner, mais pour un souci de diversité au niveau du parcours,
dirigée vers l'infirmière, mais elle aurait pu retourner chez la sage-femme prescriptrice ou chez son médecin traitant ou chez un gynécologue obstétricien. Là-dessus, quand elle est arrivée chez l'infirmière, à nouveau, il y a eu une qualification de l'identité numérique, de l'identité de la patiente par la carte vitale et la pièce d'identité. Et ce qui a permis à l'infirmière d'accéder au DMP et d'accéder surtout à son carnet de vaccination. Et elle a pu ainsi tracer l'injection sur le carnet de vaccination en renseignant le numéro du lot, la date de péremption, ainsi que le lieu d'injection. À partir de ce moment-là, une attestation de vaccination a été délivrée, ce qui a pu être envoyé par messagerie sécurisée aux praticiens qui a prescrit, mais aussi aux médecins traitants. Voilà. Et bien sûr, la patiente a aussi été informée du dépôt de cette information sur son carnet de vaccination, ainsi que la délivrance de l'attestation de vaccination sur sa messagerie sécurisée citoyenne. Voilà, ce qui permet après aux médecins traitants, bien sûr, de retrouver sur le carnet de vaccination du DMP, dans le suivi futur de cette patiente, son carnet de vaccination, de vérifier si elle est bien à jour de ses vaccinations. Merci pour l'explication. Du coup, on a mené cette même expérimentation, mais sur un autre parcours, donc sur le parcours trouble de l'apprentissage chez l'enfant. Voilà. Alors, tout le processus qu'a évoqué Madame Lecourt sur la qualification INS, etc., on a le même, avec vérification d'identité. La seule différence qui est importante, c'est que là, c'est l'enfant, donc le parent doit prouver que c'est bien son enfant. Voilà, et que c'est bien lui qu'on a face à nous. Alors nous, l'expérimentation a eu lieu sur la CPTS de Compiègne et c'est sa région, dont je suis vice-présidente, ce qui a un peu facilité le parcours. Donc nous recevons l'enfant. Nous avons deux possibilités quant à la réalisation d'un bilan en orthophonie. Dans la CPTS, nous avons signé un protocole qui permet l'accès direct. Donc l'orthophoniste peut scanner son numéro RPPS qui nous est acquis maintenant pour valider la prescription. Et bien évidemment, de façon beaucoup plus générale, nous avons une prescription médicale, que ça soit le médecin traitant, que ça soit le pédiatre. Ça peut être un dentiste également quand on a des troubles de la déglutition qui s'ajoutent. Voilà. Tout prescripteur est capable de nous faire une prescription que nous scannons. Donc nous scannons, nous mettons dans le DMP, nous la mettons dans notre logiciel métier. Ensuite, on réalise un bilan avec une rédaction d'un compte-rendu. Et c'est ce compte-rendu que l'on va insérer dans le DMP de l'enfant. Alors, chose que nous avons déjà évoquée plusieurs fois, il faudra vraiment que les parents aient activé le DMP de l'enfant pour que nous y ayons accès. Sinon, on ne peut pas. Alors, ça se fait vite et ils l'acceptent volontiers. C'est une obligation quand on a un accès direct et ça ne l'est pas encore pour les prescriptions médicales, mais c'est quand même beaucoup plus confortable de l'insérer dans le DMP parce qu'il est accessible par tout le monde tout le temps. Parce que le parent à qui on le remettrait ou on le remettait en version papier était obligé de venir le chercher parce qu'on ne transmet pas par messagerie non sécurisée, on évite par courrier pour éviter que ça se perde, parce qu'il y a quand même des renseignements personnels à ne pas divulguer. Donc le DMP vraiment facilite la vie de tout le monde à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez compléter ? Oui, pourquoi on fait tout ça ? Vous pouvez vous demander, c'est quoi cette sorte de parcours En fait, le numérique, là, c'est une vraie révolution pour les professionnels de santé. Il y a quelques années, j'en passais encore, j'avais beaucoup de mes confrères, et je pense qu'il y en a encore, qui n'ont pas d'informatique, qui n'ont pas de dossier, ils n'ont que des dossiers papier. Et les médecins étaient
un peu plus en général informatisée que d'autres professions, mais voilà, toutes les professions doivent s'y mettre maintenant. C'est un peu une commande de l'État, et donc il y a un besoin d'accompagnement assez fort parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles, et les professionnels de santé en général, s'ils ne voient pas le bénéfice, ils ne vont pas le faire. Ça prend du temps, et donc sur des journées qui sont déjà contraintes, il faut qu'on puisse leur montrer en quoi il y a un intérêt de pouvoir faire les choses. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place avec le grade et la science maladie tous ces parcours, et pour pouvoir tester dans la vraie vie, parce que entre ce qu'on imagine, surtout ce que là-haut à Paris ils imaginent, et ce qui va se passer en vrai dans les cabinets, il peut y avoir un monde. Donc il faut qu'on puisse le tester en vraie vie et se dire qu'est-ce qui fonctionne pas, pour pouvoir faire remonter aussi les problématiques. Merci. Et du coup, mesdames, comment vous avez vécu du coup cette expérimentation, notre passage au sein de vos cabinets, parce que bon, on est quand même un peu nombreux, enfin, on arrive en force parfois, donc ça peut surprendre. On vous pose plein de questions puisque on a établi une trame d'entretien qui nous permet du coup de bien passer en vue les différents sujets. Comment est-ce que vous avez vécu, Madame Lecourt? Oui, alors bon, j'ai très bien vécu l'envahissement de mon cabinet. C'était non, parce que en fait c'était très sympathique. Déjà, vous avez vraiment beaucoup accompagné pour nous dire, alors en ce qui concerne la démarche de qualifier l'INS, de faire cette prescription, de la déposer sur le DMP, personnellement, j'avais déjà cette pratique, donc j'ai pas eu de soucis de ce côté-là, mais c'est vrai qu'après j'ai eu plutôt un souci avec ma messagerie sécurisée, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que je recevais des messages mais que je ne pouvais pas en envoyer à cause d'un mauvais paramétrage, et donc voilà, cette expérimentation m'a au moins permis de reparamétrer avec mon éditeur de logiciel ma messagerie, et maintenant elle fonctionne parfaitement. Donc rien que pour ça, ça a été très intéressant. Merci. Alors oui, ça a aussi permis de structurer les choses, parce que les questions nous ont emmenés un petit peu plus loin que ce qu'on fait parfois intuitivement, et c'est pas très juste. Peut-être pas toujours de façon ritualisée, donc on oublierait. Et le fait d'avoir posé ces questions, d'avoir eu vos retours, d'avoir une petite manipulation pareille sur l'INS, sur le logiciel métier, vraiment c'était très enrichissant. Et puis on a bien ri. On essaie de rendre les choses agréables. Du coup, Madame Lecourt, vous l'avez déjà un petit peu dit dans votre interview, mais du coup, si vous deviez résumer, du coup, selon vous, les freins, les atouts du numérique dans votre pratique? Alors, les atouts, pour moi, c'est vraiment la coordination entre les professionnels de santé et la traçabilité des gestes et voilà, c'est vraiment pour moi l'essentiel. Je m'aperçois que en tant que sage-femme, pour notre pratique, par exemple, les praticiens parfois envoient des comptes rendus aux médecins, mais ne vont pas forcément penser d'envoyer un compte rendu à la sage-femme, et par la possibilité de consulter le DMP du patient, ça va pouvoir me permettre de retrouver ces comptes rendus et de pouvoir avoir effectivement une fluidité dans ma pratique. En ce qui concerne les freins, j'ai envie de dire, faut pas que ça plante, quoi. C'est toujours pareil, on est tributaire quand même des fonctionnements informatiques. Alors ça n'arrive pas souvent quand même. Je pense qu'au départ, effectivement, ça peut
être assez rébarbatif, de devoir demander une pièce d'identité au patient. Donc il faut savoir que c'est qu'une seule fois. Après, une fois qu'on l'a demandé, c'est terminé. Et la plupart du temps, c'est tout à fait bien perçu par les patients, surtout qu'il y a de plus en plus de professionnels de santé qui le font. Et donc maintenant, les patients sont beaucoup moins étonnés qu'on leur pose la question. Merci. Alors, l'atout, comme l'évoquait M. Loès, le Dr Loès tout à l'heure, c'est qu'on a des journées contraintes et que parfois, chercher un document à un instant T n'est pas évident. Et donc, avoir un accès, je ne vais pas dire H24 parce qu'on dort un peu quand même, mais quand on a de la disponibilité, c'est quand même beaucoup plus aisé que d'aller appeler un confrère qui est, lui, en consultation. On prend des rendez-vous, Voilà, ça, c'est vraiment un plus. Le frein, c'est le même que Madame Lecourt, c'est l'accès à l'outil et à l'informatique en général. Tous ceux qui avaient essayé de faire cette semaine ou la semaine dernière, ils étaient bien embêtés. Donc là, on a des contraintes à tous les niveaux, et le DMP en particulier. Mais pour nous, voilà, peut-être la difficulté qu'on aurait le plus souvent, c'est que les parents n'ont pas de pièce d'identité sur eux pour nous prouver que c'est leur enfant. Ça serait peut-être un frein. Alors, à nous d'y penser avant, mais alors on donne des rendez-vous parfois 1 an avant la date. Vous pensez bien que s'ils n'ont pas noté, ça passe à l'as, quoi. Ça serait peut-être un des plus grands freins. Docteur Loès, point de vue médecin, les outils numériques. Dans ma pratique, je rejoins sur les avantages de retrouver des courriers de consultation ou, par exemple, maintenant que plusieurs personnes peuvent vacciner, moi je prescris un vaccin et 3 mois après, je revois le patient et je dis votre vaccin, il me dit c'est le pharmacien qui l'a fait. Ah oui, mais moi dans mon dossier, je ne l'ai pas noté. Donc voilà, au moins ces outils numériques, tout n'est pas encore parfait, tout n'est pas encore bien tracé, mais c'est en voie d'eux. Et ça va permettre vraiment d'avoir tout qui sera tracé. Et ça fait gagner du temps. Et par exemple, moi, en visite à domicile, j'envoie toutes les ordonnances directement par messagerie sécurisée au pharmacien ou à l'infirmier ou au kiné. Et ça permet effectivement de tracer. Le fait de qualifier d'INS, ça permet que on ampute la jambe droite et pas la jambe gauche, qu'on ne se trompe plus. Ça peut, quand on l'explique comme ça, les patients y voient l'intérêt. Le frein, c'est pour moi, pour l'instant, le principal frein. Alors, il y a les plantages. Quand l'assurance maladie, le serveur ne fonctionne pas et qu'on ne peut pas faire une ordonnance numérique, normalement, on ne peut pas prescrire de certains médicaments, donc ça peut poser problème. Le frein, c'est surtout les autres professionnels, toutes les professions confondues, qui pour l'instant ne souhaitent pas s'y mettre ou trouvent qu'au niveau organisationnel, ce n'est pas pratique. Je pense notamment, par exemple, c'est en train de se résoudre, mais aux infirmiers et aux pharmaciens, où tant qu'il n'y a pas encore de boîte organisationnelle, il faut qu'il y ait, si c'est les infirmiers, par exemple, on envoie une prescription à un infirmier, c'est pas lui qui travaille ce jour-là, les autres n'ont pas la possibilité de récupérer le truc. Donc, il y a encore de l'amélioration, il y a des pistes d'amélioration. Alors, là, on a du coup, c'est un autre schéma, donc on revient sur le parcours vaccination de la femme enceinte. Là, c'est un autre visuel, donc qui dit la même chose que le petit schéma qu'on a vu tout à l'heure. C'est juste présenté un petit peu différemment. Le cours, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le schéma? Je voulais dire que ce visuel il sera proposé aux professionnels de santé. Le fait d'avoir un visuel commun qui permet par des couleurs bien précises de retrouver les mêmes traceurs, ça permet de vraiment bien comprendre que c'est destiné vraiment à toutes les professions et que l'on voit aussi que le patient est informé à chaque étape de la progression de son parcours, de même que pour les professionnels de santé.
Alors, et donc on a fait le même travail pour le parcours trouver l'apprentissage. Alors, les mêmes réflexions, hein, tout le monde voit sa place. En revanche, ce qui est à noter, c'est quand même le nombre de professionnels qui peuvent être dans la boucle et qui devront l'être par la suite, parce qu'il faudra en oublier aucun, puisque jusqu'à présent, on ne devait en oublier aucun. Grâce au DMP, on n'oubliera personne, puisque tout le monde pourra aller chercher le document dont il a besoin au moment où il en a besoin. Voilà, donc ça, c'est un autre visuel qui aura vocation à être diffusé au plus grand nombre. Donc, je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, ça, à lire comme ça, la première fois qu'on le voit, on fait ouf, il y a quand même beaucoup de trucs. Mais après, une fois qu'on a compris que ça aide aussi à voir que mon espace santé et le DMP, c'est la même chose, mais vu de deux façons différentes. Et c'est aussi intéressant de savoir qui peut faire quoi. On ne sait pas toujours. Tout à fait. Voilà. Donc là, on passe sur la partie accompagnement, qu'on peut vous proposer. Donc c'est l'assurance maladie qui va vous expliquer un petit peu ce qui est possible. C'est surtout par rapport à la résolution de problèmes éventuels, donc par téléservice. Donc la carte CPS, en fait, s'il y a une problématique, donc connexion par carte CPS ou ICPS, on peut passer soit par le DNS, donc moi-même, donc le délégué numérique en santé de votre CPM de référence, également par l'éditeur ou le 3608, le numéro dédié pour les professionnels de santé libéraux. Pour l'ANS en fait également, mais pour tout ce qui est information portée par la carte CPS. Donc c'est des soucis internes qui bloquent en fait à la connexion. L'INS, donc s'il y a une indisponibilité du téléservice, vous pouvez consulter le référentiel sur le site web de l'ANS. À savoir qu'il faut bien vérifier avec une pièce d'identité donc les 5 traits nécessaires en fait à qualifier l'INS, notamment avec le nom patronymique, nom de jeune fille, et tous les prénoms donc, de l'assuré. Le DMP, en cas de difficulté sur WebDMP, donc on pouvait contacter nous-mêmes donc les délégués de santé, également support en 3608. À savoir que la connexion peut être effectuée sur dmp.fr en connexion carte CPS ou ICPS pour sécuriser la connexion. S'il y a un paramétrage, donc si c'est interne au logiciel, dans ce cas-là, en fait, il convient de contacter l'éditeur pour la connexion. On peut récupérer les informations pour certains logiciels directement à l'intérieur du logiciel ou par rapport à une passerelle. La messagerie sécurisée en santé, donc si vous avez une problématique, vous pouvez contacter donc, le fournisseur de messagerie, l'ANS et Mélise, également nous. Pour le paramétrage interne, donc dans ce cas-là, il faut voir avec le logiciel. Un petit rappel qu'il faut une connexion régulière pour éviter que l'adresse mail soit déférencée justement à l'annuaire en santé. En cas de doute, donc on a rajouté en bas comme quoi vous pouvez nous contacter, les délégués numériques en santé. Donc on est les anciens CIS, conseillers informatique service. Également l'URPS et votre grade. Voilà, c'est ça. En fait, là, l'idée de cette slide, je l'ai extrait en fait du visuel qu'on envisage de faire paraître auprès des professionnels. En fait, ça vient s'accoler au visuel qu'on vient de voir juste au-dessus, au schéma. Comme ça permet à chaque professionnel de voir quand est-ce qu'il est concerné par quel outil en fait. Et s'il est en difficulté sur l'un d'entre eux, voilà les contacts qu'il peut mobiliser et pour lesquels il pourra se faire accompagner. Effectivement, on a précisé des MS anciens 6 parce qu'on a des professionnels qui nous ont fait remonter que le lien il n'était pas forcément automatique. Donc voilà, c'était pour éviter les confusions et permettre de vous cibler mieux encore. Et puis effectivement, on a intégré le contact URPS et GRAD, au moins à titre informatif. Voilà. Et sachant que comme on le voit du coup sur le tableau ici, il y a des choses et finalement pas mal de choses qui peuvent être gérées en direct avec l'éditeur de logiciels qu'il faut du coup pas hésiter à contacter aussi. On est plus sur la promotion maintenant en fait, que l'apport, le soutien technique
Et il faut avouer que on fait plutôt dans l'alimentation, on met le doigt sur l'alimentation du DMP, et après il y aura la consultation, ce qui met du lien justement avec le parcours de santé. On vous propose un petit échange, puisque effectivement, donc là, on a des témoins qui ont à la fois été testeurs de notre parcours et des différents outils, mais qui ont aussi été porteurs du coup des parcours, puisqu'à un moment donné, il a fallu mobiliser les professionnels, déjà les identifier et les mobiliser. Et du coup, on voulait un petit retour d'expérience de cette mission un petit peu. Donc voilà, la première question, c'est finalement pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans cette dynamique-là ? Parce que vous me l'avez demandé déjà. Ensuite, parce que je pense qu'il faut qu'on avance tous ensemble et que participer à l'expérimentation permet de poser les bonnes questions, d'avoir des retours, de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le positif, le négatif. Et après, personnellement, j'ai une position un peu particulière puisque présidente du RPS et vice-présidente d'une CPTS, donc susceptible de transmettre aussi des informations. Et je trouvais que c'était logique que ça soit moi qui essaie, d'autant plus que mes collègues de la CPTS ne me refusent jamais rien. C'est vrai, c'est pas faux. Non, mais du coup, il y a eu vraiment un travail d'équipe, de concertation. Le refus, il n'a pas existé, mais ils se sont surtout rendus disponibles pour essayer. Ça, c'était vraiment quelque chose d'indispensable. Et pourquoi du coup ce parcours-là ? Pourquoi le parcours d'apprentissage ? Parce que c'est celui qui... Alors, il n'est pas le plus important dans nos cabinets, mais dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire du métier d'orthophoniste, c'est celui entre les troubles d'articulation et la dyslexie, dysorthographie. Donc voilà, les troubles des apprentissages. Il prend quand même beaucoup de notre temps. C'est peut-être celui aussi pour lesquels les parents ont besoin toujours d'avoir référence pour plein de raisons, pour d'autres dossiers, pour l'école, pour la MDPH. Ils ont besoin d'avoir des référencements et des référentiels de ce qu'on a fait. Et donc l'accès direct au DMP de nos comptes rendus, même si ça reste un document médical à ne pas partager dans son intégralité, l'accessibilité à tout temps, à tout moment, c'est indispensable. Du coup, donc pour mobiliser vous les professionnels, vous vous êtes vraiment basé sur la CPTS. Oui, parce que d'une part, ce sont des gens que je connais, donc on pouvait en discuter en dehors de votre présence et en dehors d'autres moments. Et puis parce que quand on travaille ensemble déjà, donc c'est plus facile de parler d'un projet commun quand on travaille déjà ensemble. Madame Lecourt, du coup, même question. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes lancée dans cette dynamique ? Pourquoi le choix du parcours vaccination ? Alors en fait, la dynamique du parcours, il faut dire qu'au sein de notre CPTS à Tourcoing, on est en train justement de faire le parcours de la femme enceinte de façon plus générale. Alors il a déjà bien sûr été mis en place par l'assurance maladie, mais là l'idée était de parler de la coordination entre les professionnels de santé. Et donc moi je trouvais logique que l'on puisse avoir cette dimension numérique, et notamment dans un souci de traçabilité. Bon, en ce qui concerne la vaccination de la femme enceinte, bien évidemment, il y a la grippe, le Covid, mais il y a surtout la vaccination contre la coqueluche chez les femmes jeunes. Et donc, quand elles sont vaccinées pendant leur grossesse, s'il n'y a pas de traçabilité, le médecin traitant par la suite, à 25 ans, s'il ne trouve pas... il peut y avoir une double vaccination qui n'est pas utile, en tout cas dans ce sens-là. Alors par contre, on sait bien que si elle a été vaccinée à 25 ans et qu'elle est enceinte à 26 ans, elle se fera à nouveau vacciner contre la coqueluche, parce que là c'est un souci de passage d'anticorps chez le fœtus, et c'est pour ça qu'il y a une vaccination qui est vivement conseillée pendant la grossesse. Voilà.
Et du coup, vous aussi, vous êtes appuyé sur les professionnels de votre CPTS. Oui, tout à fait. C'était beaucoup plus simple. Pour en avoir déjà parlé en amont avec le pharmacien, l'infirmière, aussi un médecin traitant au sein de la CPTS, ils étaient tous partants. J'ai quand même bien dû leur expliquer que ça n'allait pas non plus être trop compliqué, parce qu'il ne fallait pas non plus que ce soit trop chronophage. Ils ont quand même, tous les professionnels ont beaucoup de travail, et donc il fallait que ce soit... Mais ça, vous avez très très bien géré les choses à ce niveau-là, je pense que ça ne les a pas trop dérangés. Mais c'est au sein de la CPTS, effectivement. Si je peux me permettre de rebondir sur ça, effectivement, c'est ce qu'on constate quand on prend un premier contact auprès des professionnels, ils n'ont pas le temps. Donc ils nous octroient à peu près une demi-heure. Ce qui est ambitieux quand même au vu de la trame qu'on a abordée, 30 minutes c'est quand même très ambitieux. On joue le jeu, on s'y prête, je raccourcis, etc. un maximum. Quasiment systématiquement, ça a au moins duré 1h30. Et en fait, le professionnel, il finit par rentrer dans le jeu et jouer le jeu. Et au final, en plus, c'est vrai que c'est l'atout aussi de se déplacer avec les délégués du numérique en santé. C'est du coup, ils posent plein de questions qui sont techniques, qui sont vraiment du concret, du quotidien. Et au final, ils y voient aussi une opportunité d'avoir la réponse à leurs questions et aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et finalement, ils laissent de côté. Et donc, finalement, on se rend compte que on n'a qu'une demi-heure, mais en fait, on reste là 1 heure, au moins. Donc c'est plutôt tant mieux, après c'est tout, on joue le jeu, et quand on nous dit non, c'est vraiment une demi-heure, c'est tout, on laisse et on quitte. Donc, mais effectivement, ça se passe toujours très bien. Du coup ici, je voulais simplement vous expliquer qu'on réalisait justement des flyers, des vidéos, éventuellement des communications en CPTS pour ceux qui le souhaitent. Du coup, au niveau justement des porteurs de parcours, est-ce que vous avez, vous, des attentes pour la suite de ce qu'on pourrait faire encore après notre passage en cabinet? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous? Quelles sont les suites que vous souhaiteriez qu'on puisse donner? Nous aider à diffuser et à faire, à démystifier un petit peu, dédramatiser, oui, c'est ça, et puis faire que la majorité des professionnels en prennent l'habitude. Et du coup, fasse que ce parcours serait moins lourd, moins chronophage, parce qu'habituel. Je pense que vraiment l'aide, elle va être là-dessus. Et vous, Madame Lecourt? Oui, je rejoins complètement Christine Dupont. Effectivement, c'est vraiment la diffusion des informations qui est la prochaine étape. D'accord. Est-ce que justement au niveau de l'assistance, vous avez, vous, des attentes, des moyens de communication à nous suggérer? On est preneur de nouvelles idées. Voilà, nous on envisageait les flyers, les supports vidéo comme on vous a montré là tout à l'heure. Maintenant, n'hésitez pas si vous avez des idées vraiment à nous en faire part. On souhaitait également avoir un regard d'usager, puisqu'on l'a vu sur le schéma tout à l'heure. À chaque manipulation ou presque qui est faite par le professionnel, il y a un pendant côté usager, et donc ça nous semblait intéressant, puisque si on fait tout ça, c'est aussi pour l'usager. Et donc ça nous semblait important d'avoir le regard d'un représentant d'usager. Donc Monsieur Dauphine, je vous laisse un petit peu vous exprimer sur le sujet des outils numériques et sur leurs apports pour le patient. Surtout en tant qu'usager, représentant d'usager, mais surtout qu'usager, moi j'ai progressivement, avec le déploiement de mon espace santé, interpellé le laboratoire, où j'habite, pour quelque part, ils arrêtent de m'envoyer sur mon adresse Gmail, mais qu'ils me le mettent dans mon espace santé. Et donc ça a été un peu conflictuel rapidement, mais ça s'est réglé, dans la mesure où la responsable administratif a vu ça a été fait avec Ségur, et donc il y avait un déclic. Pareil avec mon médecin traitant, que j'ai un peu poussé avec maintenant de une MSP, donc ils sont deux avec des... Donc voilà, on travaillait comme ça. Et puis avec aussi la pharmacienne, donc moi j'ai mon espace santé, je dis c'est mon entrepôt de données personnelles, puisque quelque part j'ai les professionnels de santé, j'ai mes résultats qui arrivent dessus, et je vais donner 2 exemples concrets à quoi ça sert mon espace santé, parce que c'est alimenté par les professionnels,
J'ai la chance d'avoir 4 pathologies, donc il y a des choses qui sont la Sécu, mais j'ai aussi, moi j'ai rempli, c'est pour ça que là je suis sur mon profil, c'est très intéressant parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le profil médical. Et quand vous allez voir un professionnel qui ne vous connaît pas, et Dieu sait que des médecins traitants on en cherche, quand on va voir quelqu'un, eh ben on a son histoire de santé, on a ses maladies, on a les traitements, les hospitalisations, si on a un handicap, les allergies. Donc on a tout un tas de renseignements qu'on a rentrés. La mesure, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à l'atelier. Moi, quand je suis à l'hôpital pour une crise de colite néphrétique et qu'on vient me proposer de prendre un Doliprane, c'est 500, c'est gentil, mais comme je suis polytraumatisé, j'ai déjà des antidouleurs régulièrement que je prends, c'est pas un Doliprane 500, voilà. Donc c'est des choses, la mesure, mon poids, ma taille, par rapport à ce que je prends, mes habitudes de vie. Donc c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est alimenté par les professionnels aujourd'hui et qui me permet d'avoir, je vais donner 2 exemples. L'an dernier, je suis parti en vacances, j'ai oublié le médicament sur le lit, il n'était pas pris dans ma valise. Et bien, je suis allé à la pharmacie à côté de Strasbourg, je me suis arrêté et je lui ai donné mon espace santé avec l'ordonnance sécurisée du médecin et elle a pu me délivrer, non pas des boîtes de 3 mois, mais d'1 mois. Au moins, j'avais des médicaments pour partir. Et le dernier exemple en date, il est récent, il y a quelques mois, j'ai une dent qui joue au con, j'avais un machin, j'ai été voir, la dentiste n'était pas là, j'ai vu quelqu'un d'autre, une autre dentiste, et elle a vu que j'avais fait une endocardite il y a déjà quelques temps, elle m'a dit, oh là, on ne touche pas la dent, on met les... Enfin bref, et donc quelque part, ma dent ne l'a pas arrachée, elle est toujours là, et elle va rester là encore pour quelques temps. Donc il y a vraiment un outil, les professionnels, et en même temps, je m'aperçois qu'au fil du temps, que ce soit la pharmacie, que ce soit au médecin traitant, que ce soit, ils ont les outils, leur logiciel a été adapté, alors je ne veux pas, et quelque part, et ils ne le savent pas. Je veux dire, quelque part, je me rends compte, moi, que mon parcours de soins, c'est moi qui l'organise, ou je le vois, parce que j'ai des professionnels et des spécialistes différents. Quand je vois que la cardio, que j'ai vu le 5 février, elle était bien contente d'avoir que, à la fois dans ce qu'elle a lu, des choses qui n'étaient pas programmées par elle, mais qui étaient par d'autres médecins, d'autres spécialités, elle était bien contente de lire des choses, puis ça m'évite d'avoir une ordonnance. Ma cardiologue, elle voulait une prise de sang, mais elle me disait bien que l'urologue, il voulait d'autres choses, que la pneumo, il voulait autre chose. Donc là, c'est là, mais si on peut prendre 2 tubes au lieu de 5 ou de 6, avec le médecin, avec le généraliste, c'est des choses toutes bêtes. Mais ils ont les informations qui me concernent et qui concernent les autres pathologies. Après, c'est ce qu'on disait dans l'atelier tout à l'heure, je pense là, c'est pas l'usager qui parle, c'est avec monsieur. Je pense qu'il va falloir au niveau de la Sécu, au niveau de tout ça, faire pour les professionnels de santé, je pense à monsieur Demory, ils vont avoir par l'intelligence, ils ont besoin des bonnes infos au bon moment de la bonne personne. Et non pas passer 12 minutes à regarder les écrans, pour comprendre ce qu'ils ont besoin. Donc il y a un gros boulot qui va être fait, d'où l'intérêt de l'intelligence artificielle, qui va nous permettre, nous on a un profil qui est assez synthétique, mais qui va permettre de synthétiser toutes les infos qu'ils reçoivent, parce que moi j'explique aux gens, je fais partie des ateliers Mon Espace Santé, je ne parle pas d'IMP aux usagers, c'est resté très négatif dans leur esprit, donc je leur parle de mon espace, d'un grand placard où tout arrive dedans, une grande armoire où ça arrive par les professionnels, par la Sécu, par tout ça. Dans ce grand placard, il y a 2 tuyaux, un qui part, qui vient de la Sécu, qui va avec la Sécu, et un autre qui va sur messagerie citoyenne. Citoyenne, ça leur cause, et donc ça alimente mon espace santé. Voilà ce que je peux dire. Tu m'as donné 2 minutes, j'ai pris 2 minutes. Effectivement, il nous reste 5 minutes. Du coup, dans les perspectives qu'on s'est données sur l'implication de cette dynamique d'expérimentation, donc on a dans l'entretemps réalisé d'autres parcours. Comme vous le voyez, ça s'appuie souvent sur les CPTS, mais c'est pas du tout un critère. Hein. Et on a d'autres parcours qui sont également en train d'être planifiés. C'est absolument pas figé, on peut venir enrichir comme ça le catalogue. Donc, si vous avez des idées de parcours à expérimenter, il n'y a aucun problème, vous pouvez nous les partager. Sachant qu'effectivement, un parcours peut être expérimenté plusieurs fois, puisque l'idée, c'est que ça fasse un petit peu effet boule de neige. C'est pour ça qu'on part sur des parcours comme ça aussi, donc qui sont intéressants et qu'on peut reproduire. Et voilà, donc le mot de la fin, surtout, vraiment, n'hésitez pas. Alix, si je peux me permettre quelque chose qui m'interpelle des différents ateliers, de ce que je vois là. Oui. Pourquoi c'est très intéressant qu'un patient, il est mon espace santé, il est tout le monde? Parce que si je suis avec mon médecin traitant, il est sur une MSP, qui fait partie d'une CPTS. La première MSP, CPTS, c'est volontaire. Mais il peut aussi faire partie d'un DAC. Et je peux aussi avoir des problèmes de santé mentale et je vais dépendre d'un secteur de psychiatrie qui s'appelle même. Ça veut dire que tous ces gens, ils sont dans des structures différentes,
Alors ils peuvent peut-être communiquer avec une balle professionnelle ou une balle générique, mais en tout cas, moi j'ai tout le monde dedans, parce que la santé mentale qui me suit dans mon secteur de psy, peut-être que mon général. C'est aujourd'hui tous ces découpages qui ont été faits du monde de la santé, ils sont sur les périmètres les uns à côté des autres. Même s'il y a des interconnexions. Et c'est important pour un usager, et peut-être pour le professionnel que je vois, qu'il ait la totalité de mon parcours de vie, de ce que je prends comme pilule, qu'elle soit verte ou bleue, et en plus, voilà, c'était ça que je voulais expliquer. J'ai tout le monde est avec moi. Bon, bah super. Est-ce qu'au niveau des témoignages, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, docteur? Je vous rejoins sur le fait que parfois, maintenant, il commence à y avoir beaucoup d'informations. On a la chance d'avoir des logiciels qui quand même, pour certains, les retraitent et on peut trouver la bonne information au bon moment. Il faut savoir que c'est rare, mais il y a encore des gens qui n'ont pas de DMP qui est ouvert. Donc voilà, ça, il faut parfois le faire remonter à l'assurance maladie, puisque ça arrive encore. Il y a des gens qui refusent, et ils ont tout à fait le droit de refuser que leurs données de santé soient à un endroit, on peut se dire quand il y a des failles de sécurité ou ce genre de choses. S'il arrive à France Travail, pourrait très bien demain arriver sur mon DMP. Donc il y a des gens qui ont refusé. Donc tout ça, on ne peut pas forcément le mettre en place. Dernière chose, pourquoi ça se met en place au départ les parcours sur les CPTS? Donc il faut savoir que en gros, 20% des professionnels de santé d'un territoire adhèrent à leur CPTS. Et sur ces 20%, il y en a 20% qui sont actifs. Donc en fait, ça fait peu de monde. On pourrait se dire c'est un peu dommage. Certes, c'est un peu dommage, puisque pour l'instant, les gens ne voient pas l'intérêt. Mais pourquoi on met en place ces parcours sur les CPTS? C'est parce que ceux qui y sont, c'est ceux qui ont déjà envie de travailler en collaboration. C'est presque, on pourrait dire, ceux qui ont un petit temps d'avance par rapport à d'autres sur l'interprofessionnalité, sur la place du patient, sur tous ces éléments-là. Et une fois que ces gens-là apprennent vraiment à travailler ensemble et apprennent avec le numérique, ils vont pouvoir, après, au sein de leur MSP, par exemple, aller dire à l'autre « Ah bah en fait, c'est super facile, tu vas voir, je te montre en 3 trucs, et sur un temps où ils ont la possibilité de le faire. » Donc, ça commence par là. On sait bien qu'on ne touche pas tout le monde, mais à force, avec le temps, ça devrait pouvoir essaimer plus facilement en partant de là. Est-ce qu'au niveau de l'assistance, il y a des questions? Oui, allez-y. J'aimerais savoir, moi je suis... Et n'hésitez pas à parler fort, on va vous entendre. Je suis diététicienne nutritionniste et j'aimerais savoir, nous on n'a pas de carte vitale, on n'est pas remboursé par la CDM, et comment vous pensez nous intégrer dans les parcours de soins? Oui, alors ça c'est effectivement, c'est une question. Vous avez une carte professionnelle? Non, il n'y a pas de... On a maintenant un numéro de RPPS. Ah bah donc, ouais, donc ça va vous permettre d'accéder à un certain nombre d'outils et d'informations. Tout à fait. Il y a un enjeu de communication aussi. Il y a un enjeu de communication du coup auprès des professionnels. Effectivement, pour le moment au niveau national, il y avait un certain nombre de professionnels qui étaient ciblés. Là, on a grandi encore un peu plus. Et effectivement, après, il y a les autres professionnels qui vont être concernés. Et donc, effectivement, c'est nous, en termes de communication, l'assurance maladie aussi très certainement, qui allons pouvoir amorcer effectivement les accompagnements des professionnels sur ces sujets-là. Mais effectivement, l'idée, c'est quand même qu'à un moment donné, vous puissiez accéder aux informations dont vous avez besoin. Il y a tout un enjeu, là, c'est politique, c'est très intéressant parce qu'il y a des professionnels qui ne sont pas étiquetés professionnels de santé, mais qui pour autant sont reconnus. Donc il y a les psychologues, les diététiciens, tout ça. Mais il faut faire attention parce qu'il y a aussi plein de pattes à médecine, donc des ostéopathes mini, des sophrologues, des machins, des trucs. Et où placer le curseur pour que ça reste des professionnels de santé avec des diplômes reconnus. Donc des professionnels de santé ou assimilés. Parce que par exemple, les psychologues ne souhaitent pas être professionnels de santé. C'est eux qui veulent pas. C'est savoir que pour se connecter, il faut avec le numéro RPPS, vous pouvez télécharger l'application ICPS et pour pouvoir vous connecter sur dlp.fr. Et là, il y a une matrice d'habilitation selon les professions pour pouvoir donner l'accès à tel ou tel document. C'est ce que j'allais me permettre de dire, on en discutait tout à l'heure, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur mon espace santé et tout ça, et on a une matrice d'habilitation, et j'assume la responsabilité de représentant d'usager. On a été un gros frein pendant longtemps pour être sûr que qui a accès aux données, qui a accès à nos données, qui peut avoir accès, et donc c'est vrai que ça s'élargit un peu, mais quand même on a été très réticents pour ouvrir à tout le monde les accès au niveau des données de santé. Bon, mais écoutez, un grand merci. Merci. L'adresse pour vous joindre.
Oui, enfin, c'était la question justement pour joindre les délégués numériques en santé. Donc justement, est-ce qu'il y a un alias? Est-ce que c'est propre à chaque caisse? C'est propre à chaque caisse. À chaque caisse a une boîte organisationnelle. Si vous avez .fr, en tapant le numéro de votre caisse, votre caisse, vous pouvez tomber sur les numéros de chaque caisse. Et je vous conseille 1000 fois de passer par les DNS et pas par le 3608 parce que quand on est professionnel de santé, c'est pas bien pourri le 3608 alors que les DNS sont top. Merci beaucoup à tous.